Bien, après ces deux éclairages très complémentaires, nous allons passer à quelques questions. Avant de donner la parole à la salle, j'aurais voulu, moi, vous poser quelques questions pour peut-être développer certains éléments. En particulier, Ariane nous a parlé avec beaucoup d'éloquence de la série, de la vitalité de la série, de l'attirance des talents aussi qu'elle a provoqué, puisque énormément de grands réalisateurs ont été soit réalisateurs, soit showrunners. Et est-ce que vous pensez qu'il existe ontologiquement finalement une différence entre un film de cinéma et une série? Et qu'est-ce qu'une série? Et la série menace-t-elle ou va-t-elle tuer le cinéma? Voilà. Oh non, la série ne va pas tuer le cinéma. Et oui, il y a une différence entre le film de cinéma et la série. Alors, bien sûr, c'est difficile de répondre en quelques mots. Parce qu'encore une fois, on a dit depuis les années 2000-2010 que les séries se faisaient plus cinématographiques. Et en disant ça, on pouvait entendre plein de choses. On pouvait entendre d'abord elles sont plus spectaculaires. On pouvait ensuite entendre elles sont plus belles. C'est-à-dire que l'image est plus belle, on a de la mise en scène, tandis qu'avant c'était peut-être moins ce qui occupait le devant de la scène, notamment parce que l'image de la télévision était de moins bonne définition. Donc on avait moins de chance, de latitude pour utiliser la profondeur de champ, la lumière, etc. À côté de ça, il y a des débats sur la question du cinéma. Est-ce que le cinéma est mort parce qu'il y a plus de pellicule, comme le dit Tarantino? Est-ce que le cinéma, avant tout, c'est le film, le support film? Je pense que ça, il faut se faire une idée. C'est difficile aujourd'hui de s'accrocher à cette idée du support filmique. Est-ce que le cinéma, c'est avant tout l'expérience en salle? Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut forcément défendre parce que c'est un domaine qui est un petit peu menacé et parce que, de fait, l'expérience collective en salle a une qualité temporelle et spatiale et collective qui n'a aucun équivalent et qui permet justement de s'abstraire du cadre domestique, de l'interruption parce qu'on regarde son téléphone, qui a une qualité de libération du quotidien qu'on ne peut pas avoir même devant un home cinéma, en qualité soit-il. Et puis il y a une différence quand même très importante entre la série et le film de cinéma, c'est la durée, le lien au temps. Et l'épisodicité. Là aussi, même si on a ce phénomène de binge-watching, c'est quand même très rare qu'on regarde toute une saison en un seul coup. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'on a été peut-être tenté de le faire à un moment donné, et qu'on ne s'est pas senti très bien après. Et qu'on a quand même petit à petit, on apprend, on s'éduque soi-même, et je pense que c'est aussi une habitude qui a correspondu à un moment donné, qui correspond peut-être à certains âges de la vie aussi, mais qu'on reste attaché, on l'a vu encore une fois avec Game of Thrones, à cette idée de rendez-vous et à cette idée de partage que peut permettre la série lorsqu'elle est diffusée à un moment T dans la semaine. Il me semble aussi que c'est enrichissant de penser à la fois aux différences et aux croisements entre cinéma et série télé, parce que ça nous permet de mieux comprendre notre attachement aux deux. C'est mon cas en tout cas. Moi je suis une cinéphile et une sériephile, et pour moi les deux ne sont pas incompatibles. Ce que j'apprécie dans certaines séries, je le relie à ce que j'apprécie dans un certain cinéma. Dans The Wire, je suis fascinée par certains aspects que je relie au film noir, par exemple, ou à un certain type de documentaire, comme les films de Frederick Wiseman. Mais je suis aussi fascinée par ce qu'elle a de spécifiquement sériel, c'est-à-dire sa capacité à ralentir le rythme en fin d'épisode, à utiliser une épigraphe en début de chaque épisode qui jette une lumière totalement nouvelle sur chaque épisode, à l'envoûtement qu'on ressent au fil des visionnages justement du générique, au phénomène qui s'affirme justement très lentement avec la durée. On en parlait tout à l'heure, pour moi c'est vraiment la différence qu'on peut ressentir en lisant Guerre et paix ou en lisant un poème d'Emily Dickinson. C'est pas le même plaisir,
mais c'est un plaisir voilà, qui relie deux types de créations littéraires. Pour moi, ce sont deux types de créations audiovisuelles, cinématographiques, un film de Hitchcock, ou télévisuelles, avec une série comme Mad Men, The Wire ou Breaking Bad. Je peux ajouter un truc. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Ariane, notamment avec cette idée que le cinéma est en crise, qui est une idée tellement consubstantielle au cinéma, qui traverse toute l'histoire du cinéma. Je pense qu'on pourrait remplir des bibliothèques entières avec tous les articles, ouvrages, y compris manifestations scientifiques dans lesquelles on s'est interrogé sur la fin du cinéma, la mort du cinéma. Ça a dû commencer dès la fin du 19e siècle, pratiquement, enfin bref, et l'arrivée du parlant, et l'arrivée de la couleur, et l'arrivée de la petite caméra, et la télévision, enfin bref. Donc ça, effectivement, je pense que c'est pas la question pertinente. En revanche, que tu introduises la question du temps, peut-être tracer une ligne de partage entre le cinéma et la série, ça me semble être quelque chose de pertinent. Et j'ajouterais que je pense que c'est quelque chose de pertinent aussi du point de vue de la création et de l'attitude de showrunner dans laquelle est invité à se couler un réalisateur quand il devient réalisateur de série. On a des cas en France, par exemple Éric Rochant, qui a réalisé une saison de Route des légendes. Et je me souviens avoir lu, alors évidemment, on prend peut-être un cas extrême dans l'identification à un cinéma d'auteur qui prend son temps, quoique c'est un cinéaste assez prolifique, mais je me souviens d'avoir lu une interview d'Arnaud Desplechin il y a quelques années de ça, mais assez récente quand même, je crois que c'était dans Les Inrecuptibles, et justement le journaliste l'interrogeait sur la tentation ou pas chez Desplechin d'aller vers la mise en scène de séries. Et si je me souviens bien, il avait répondu cette chose tout à fait intéressante, qui était qu'il était personnellement très admiratif des metteurs en scène qui étaient capables de le faire, et il citait notamment l'exemple de Rochant, je crois. Mais il disait qu'en ce qui le concernait, ça lui semblait tout simplement impossible à cause de cette problématique de la temporalité et de la rapidité à la fois dans l'écriture, dans la réalisation, la question qu'il y a quand même un délai, un cahier des charges, qui est quand même une contrainte qui est sans doute incompatible avec la vision que sont de leur métier ou de leur pratique artistique, certains cinémas. Donc je pense qu'effectivement la question de la temporalité, non seulement du format lui-même, mais aussi dans la pratique créative, c'est peut-être une partage intéressante. Alors tu dis le cinéma est mort, on en parle périodiquement. Il faut quand même avouer que l'économie du cinéma est une économie, et tu sais bien parce que tu travailles dessus, qui est extrêmement précaire, sur un équilibre extrêmement compliqué. Et j'aurais voulu savoir justement parce qu'en France, l'équilibre et l'écosystème du cinéma français est très particulier, puisque les télévisions en particulier financent le cinéma français, ce qui permet d'avoir 300 films produits en France et une grande vitalité du cinéma. Et le problème, c'est que Netflix, pour en revenir à Netflix, puisqu'il n'y a pas que Netflix non plus pour la SVOD, pour le cinéma, c'est vrai qu'il y a d'autres plateformes qui sont tout à fait spécifiques du cinéma, mais qui, elles, participent au financement aussi du cinéma. Donc en France, Canal+, qui vient de s'allier avec Netflix, toutes les chaînes de télévision, les DVD qui existent encore, les plateformes de VOD ou de SVOD, participent au financement du cinéma. Et sans ce financement, on n'aurait pas de films, autant de films et une aussi grande production, aussi diverse. Et le problème, c'est que Netflix, donc pour l'instant, étant basé hors de France, ne participe pas du tout à cet écosystème. Alors, j'ai vu dans le dernier film français qu'apparemment, au niveau de l'Europe, il est en train de se mettre des contraintes pour l'obliger à payer. Mais malgré tout, c'est... Alors, autre chose, c'est que, bon, il y a déjà ce problème de l'écosystème du cinéma. Est-ce que c'est la même chose aux États-Unis? Est-ce que c'est la même chose en Amérique latine? Et puis, bon, alors, est-ce que finalement, la salle ne finirait pas par être menacée par Netflix? Et toutes les nouvelles plateformes qui vont s'ouvrir, parce que le temps de visionnage a des limites. Oui, il y a plusieurs choses dans la réflexion, il y a beaucoup de choses dans cette question, il y a beaucoup de choses auxquelles, alors là, très clairement, je ne peux pas du tout répondre.
Pour ce qui est du rapport de Netflix et de l'Europe, c'est un bras de fer permanent. C'est un bras de fer pour la contribution au financement, ça a été un bras de fer aussi pour l'exposition de films européens dans le catalogue de Netflix. Puisque Netflix étant un opérateur over the top, c'est-à-dire qui chapeaute sans passer par des canaux spécifiques que seraient par exemple les chaînes de télévision, les bourses, etc. En fait, la politique initiale de Netflix, par rapport à la problématique des quotas de diffusion de films européens, c'était de s'implanter dans le pays le moins restrictif pour pouvoir ensuite, depuis le pays le moins restrictif, étendre son exploitation aux autres pays. Amazon en Irlande, enfin, on n'a que des exemples comme ça. Il y a eu effectivement un bras de fer engagé avec l'Europe, et c'est finalement la position européenne, je dirais plutôt la position française européenne qui a prévalu et qui a quand même imposé à Netflix d'appliquer des quotas de diffusion de films européens quand même beaucoup plus contraignants et de ne pas se contenter du strict minimum. Pour la contribution au financement, voilà, c'est de toute façon le bras de fer permanent. Pour ce qui est de l'Amérique latine, mais là j'ai envie de dire que c'est encore pire, parce que autant cet écosystème, comme tu dis Marianne, fonctionne très bien en France, il fonctionne tellement bien en France que c'est vrai que ces dernières années, enfin, disons depuis les années 2000 en gros, on a vu pas mal de pays latino-américains essayer d'implémenter des modèles un petit peu similaires à celui du CNC, mais qui sont très rarement allés jusqu'à faire en sorte que la télé participe autant à la contribution cinématographique que ce qui se passe en France. Alors, en revanche, après la mort du cinéma, la mort de la salle, et là on voit que ce sont aussi, je pense, vraiment des préoccupations très françaises et je dirais même très parisiennes, parce que je pense qu'en France et à Paris, on est sensible à la vie des salles de cinéma parce que c'est Paris et que c'est sans doute la ville qui dispose du parc de salles le plus massif, le plus divers, et c'est sans doute, tous les gens qui viennent à Paris le disent, c'est vraiment la ville rêvée pour les cinéphiles. Donc je pense que c'est pas un hasard si c'est à cette table qu'on se pose bien naturellement ces questions. Alors là, pour ce qui est de la France, en tout cas, j'ai un peu envie de répondre à ce que disait Ariane. Je pense qu'on peut être cinéphile, aimer aller en salle et faire du binge-watching de séries sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme. Ça, c'est possible. Moi aussi, ça m'est rêvé de m'endormir à 4h30 du matin parce que je voulais regarder le 7e épisode à la suite. Ça arrive. Donc, je pense que là, il y a peut-être deux attitudes qui ne sont pas contradictoires, mais davantage complémentaires. Pour moi, l'enjeu, il est plutôt dans la formation des jeunes publics. Et ça, il faut dire que là encore, c'est aussi en France un secteur assez développé de l'action du CNC qui mène quand même des campagnes qui visent à emmener les enfants au cinéma dès la maternelle. Je pense qu'on est le seul pays au monde à faire ça. Alors, il est évident que ce n'est pas ça qui va avoir des retombées mirobolantes sur l'accoutumance au fait d'aller voir du cinéma en salle. Mais là où effectivement je pense que le problème se pose, c'est eu égard au fait que le cœur de cible de Netflix en termes de public, ce sont les jeunes de 15 à 25 ans. Pour moi, le danger, il est plutôt là. C'est-à-dire qu'en fait, si cette génération intériorise le fait qu'on regarde du film, on regarde du cinéma, y compris sur son téléphone dans le métro, ou des séries ou du cinéma, et que finalement séries et cinéma on fait plus trop la différence, etc. Il va peut-être y avoir des effets, mais je pense beaucoup plus à moyen et à long terme que une menace absolument immédiate. Pour ce qui est de l'Amérique latine, je pense que le problème se pose dans des termes un petit peu différents. C'est là aussi que finalement ces plateformes sont un objet intéressant à aborder. Et alors sans doute d'autres plateformes davantage que Netflix, qui comme on dit depuis tout à l'heure est quand même une plateforme plus identifiée au cinéma et à la production contemporaine, disons un peu mainstream, car un cinéma d'auteur, malgré les exceptions qu'on a pu mentionner. En Amérique latine, il y a ce paradoxe qui fait que l'offre cinématographique en salle dans la plupart des pays latino-américains ne peut pas être envisagée comme on envisage l'offre cinématographique en salle depuis le quartier latin dans Paris. C'est-à-dire que dans la plupart des pays d'Amérique latine, de toute façon, Netflix ou pas, il y a déjà extrêmement peu de gens qui vont en salle, et parce que les salles ont des implantations géographiques qui font qu'elles sont remplies, etc. Et qu'il y a à partir de là une part très importante de la population qui est de fait absolument exclue de la diffusion cinématographique. Donc dans cette région-là,
des opérations de sortie conjointe entre une plateforme et des salles de cinéma semblent peut-être plus pertinentes que dans d'autres espaces, dans la France notamment, où effectivement il y a quand même une offre de cinéma dans les salles qui est suffisamment importante pour qu'on puisse quand même attendre un peu avant de les voir sur les plateformes. C'est pas du tout le cas dans beaucoup d'autres pays. Et pour revenir à l'esthétique de Netflix, est-ce que finalement cette position un peu oligopolistique de Netflix ne produit pas une esthétique qui serait très calquée sur les esthétiques états-uniennes et ne ferait pas finalement les produits, je pense à La Casa de Papel par exemple, ou à des films espagnols que j'ai vus sur Netflix, un appauvrissement culturel pour que ces films puissent atteindre les marchés les plus importants possibles. Tu veux dire pour les productions hors États-Unis? Hors États-Unis. Alors là, j'ai très peu vu de production Netflix parce que j'ai même pas essayé de regarder Marseille parce qu'il paraît que c'était vraiment une catastrophe. Je crois que c'était plus pour s'amuser qu'autre chose, c'était très mauvais. Mais je crois qu'il y en a d'autres qui sont plus intéressantes. J'ai un doute, il y a une production allemande qui s'appelle Dark, mais je ne sais plus si c'est Amazon ou Netflix et qui visiblement est très intéressant. Je ne suis pas sûre, déjà je ne sais pas s'il existe une esthétique états-unienne. Moi je pense que c'est un raccourci un peu rapide. Il y a énormément de types de récits, de types d'esthétique. Si on regarde The Wire, ça n'a absolument rien à voir avec Lost. Non mais je me suis mal exprimée, je pense que c'est surtout que l'imaginaire du monde entier est vraiment colonisé par un imaginaire qui vient des États-Unis. Par exemple, moi j'avais fait il y a quelques années des ateliers d'écriture de nouvelles et en laissant les étudiants libres du thème et de ce qu'ils décrivaient. Et le lycée ou l'université qui apparaissait dans les nouvelles des étudiants de Marne-la-Vallée était un lycée sorti d'une série états-unienne. De la même manière que les gens qui vont dans un tribunal pour la première fois s'adressent au président en disant votre honneur parce qu'ils ont vu des séries judiciaires ou quand ils sont éventuellement arrêtés par la police, ils s'attendent à ce qu'on leur lise leurs droits. Parce que la fiction aux États-Unis s'empare énormément des questions de société et du fonctionnement des institutions et qu'il faut qu'on le fasse plus dans les autres pays, c'est sûr. Après, on n'a pas attendu Netflix pour ne pas le faire assez dans nos fictions. Et le fait est que les séries françaises sont en retard dans l'innovation, dans la manière d'aborder des choses un peu plus compliquées ou un peu plus choquantes ou un peu plus problématiques ou un peu plus en prise avec les questions de la société. J'avais discuté avec des scénaristes français qui étaient affligés des contraintes mises par les chaînes de télévision sur ce qu'ils pouvaient représenter parce que non, ils avaient déjà un personnage nord-africain donc ils ne pouvaient pas en avoir un deuxième puisqu'il y en avait déjà un. Donc il y a des choses, bon c'était il y a quelques années, mais je pense que c'est pas à cause de Netflix qu'on manque un petit peu de modèles fictionnels qui nous permettent d'être en prise avec une réalité locale. Idéalement, si on pense que Netflix peut avoir un effet bénéfique, on pourrait espérer qu'ils se mettent à financer des séries qui justement seraient en prise avec une réalité plus locale. Ça n'a pas marché pour le moment avec Marseille, ça c'est sûr. Oui, mais par exemple, on parlait tout à l'heure de Banlieusards, qui est un film donc de Leila Si et Kerry James. Et ce film, pendant 5 ans, a cherché des financements auprès des producteurs et n'en a pas trouvé. Et parce qu'il y avait sans doute que des Noirs qui apparaissaient dans ce film, et des Arabes, et a été finalement produit par Netflix. Donc, et je pense, d'après ce que j'ai lu et ce dont on m'a parlé, Netflix a une volonté aussi d'aller vers la diversité. Et ça, le cinéma français, c'est pas vraiment qui a toujours cette notion d'auteur, parce que la notion d'auteur n'est pas que positive, c'est clair. L'auteur tout puissant. Il y a un film qui s'appelle Brio avec Daniel Auteuil sur les concours d'éloquence, qui est très similaire finalement à Banlieusards. Et c'est vraiment un film c'est terrible parce que c'est le vieux prof blanc qui apprend à la jeune arabe comment parler.
Voilà. Tandis que dans le film de Kerry James, non seulement le concours d'éloquence est absolument extraordinaire parce qu'il a été écrit par Kerry James. Du coup, c'est inspiré par À voix haute ou pas À voix haute, le super documentaire sur le concours d'éloquence de Saint-Denis. C'est lui qui apparaît dans le film, le prof de À voix haute. Mais en fait, ces deux films m'ont vraiment beaucoup intéressée parce que d'une part, on avait le petit film français d'auteur avec ce Daniel Auteuil qui apprenait à la banlieusarde comment parler et comment... Hein. Et puis, et alors c'était vraiment très mauvais, en plus très, très mal réalisé. Alors que Kerry James, qui a écrit, alors c'est vraiment une grande force poétique, hein, c'est très beau ce qu'il écrit, et son film, ce concours d'éloquence, vraiment dans le film, est la meilleure séquence du film. Et voilà, donc bientôt la série française Netflix qui va nous permettre de prendre en charge des grands enjeux. Et puis pour compléter un petit peu ce que tu dis, Marianne, par rapport à Banlieusard, je suis un peu embêtée d'en parler parce que je ne l'ai pas vu, mais de ce que je comprends à partir de ce que tu décris, Netflix qui décide de promouvoir la diversité, oui. Je pense que Netflix décide de promouvoir la diversité quand elle sait que majoritairement, les gens qui regardent Netflix sont des jeunes de 15 à 25 ans qui vont potentiellement s'identifier à ce genre de contenu. Donc c'est là où, encore une fois, c'est intéressant parce que ça nous amène à interroger aussi des concepts qu'on prend pour acquis. Le fait que la diversité serait auréolée de prestige culturel et artistique. Sauf que là, ce qu'on observe, c'est quand même une dynamique assez intéressante qui fait qu'une plateforme qui est quand même fondée fondamentalement sur la recherche du profit, est néanmoins capable de produire des séries novatrices, intéressantes, artistiquement dignes d'intérêt, etc., et qui en plus abordent des problématiques qui ne sont pas forcément abordées ailleurs, ou dans le cas que tu mentionnes de produire un film que aucun producteur français ne se serait amusé à produire. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment là ça nous amène aussi à travailler ces concepts, c'est-à-dire que finalement il y a un moment où là on voit que oui, diversité, public de niche, rentabilité économique d'une thématique sont des concepts qui deviennent finalement assez flous et qui finissent même pratiquement par fusionner dans ce modèle économique-là. Et quand tu t'interrogeais sur le fait que peut-être, notamment par rapport à la création cinématographique, on aille vers une sorte d'appauvrissement ou d'aplanissement des contenus parce que les films seraient faits pour conquérir les marchés les plus larges, là je pense pas non plus, l'impression que j'en ai, c'est que précisément sur ce plan-là, Netflix n'introduit rien de nouveau par rapport aux logiques de production traditionnelles telles qu'elles sont à l'œuvre dans le cinéma. Alors d'une part parce que lorsque Netflix produit des contenus, des œuvres locales, elles ne sont pas destinées à alimenter le public du monde entier. Quand Netflix produit du contenu hispano-américain, c'est pas pour qu'il soit vu par des Chinois, c'est pour qu'il soit vu par des hispano-américains. Et à ce compte-là, ce que tu appellerais l'appauvrissement ou le côté peut-être un peu caricatural, stéréotypé ou l'exploitation de clichés, mais c'est quelque chose qui était déjà très très largement à l'œuvre dans la production du cinéma commercial et bien avant. En Espagne en particulier, c'est le cas depuis longtemps. Il y a une sorte de fascination pour le cinéma de genre. Il ne faut pas oublier, ça aussi notre ami australien l'explique très bien, qu'il y a aussi une contradiction dans les catalogues qu'offrent ces plateformes. Parce que Netflix, on perçoit tous que c'est un acteur global de la diffusion de contenu audiovisuel, mais en vérité c'est faux, puisque les catalogues de droits sont territorialisés. Netflix n'offre pas du tout, alors bien sûr pour tout ce qui est le contenu mainstream, les 85 et quelques pourcents de contenu états-unien liés à la plateforme, bien sûr ça va être les mêmes peu partout, mais en revanche le petit bout de catalogue qui va être plus d'empreinte locale, il va varier sensiblement en fonction des implantations géographiques. Donc ça aussi c'est intéressant, parce qu'on a tendance à penser, oui, c'est l'acteur global de la diffusion d'œuvres audiovisuelles, mais en réalité, quand on regarde bien dans le détail, et ça Lobato l'explique vraiment très très bien, on a vraiment aussi cette dichotomie entre les stratégies globales et l'adaptation à chaque fois à des publics locaux, à des publics de niche, qui vont aussi varier selon les territoires.
Moi, je me demandais également, parce que finalement, la SVOD, ce n'est pas que Netflix. Alors, Netflix a une énorme part de marché, mais il existe, il existe dans toute l'Amérique latine maintenant des plateformes de cinéma indépendant, qui sont très souvent financées en partie par l'État, mais qui permettent effectivement un accès au cinéma que n'ont pas justement dans tous les pays les spectateurs qui ne peuvent pas aller au cinéma, puisqu'il y a très peu de cinéma. Donc ça c'est très intéressant aussi. Et finalement, ces plateformes, le problème c'est qu'elles ont besoin d'un financement aussi bien en Europe qu'en Amérique latine. Et je me demandais si aux États-Unis il y avait comment ça fonctionnait et comment... Je ne suis pas du tout spécialiste de l'institution médiatique aux États-Unis. Franchement, je ne peux pas répondre. Je sais pas. Alors pour Netflix, je suis quasiment sûre que non, bien sûr. Et traditionnellement, il y a quand même moins de politiques publiques de soutien. Voilà. C'est une logique quand même beaucoup privée. Les grands networks ne sont pas des chaînes nationales, ce sont des chaînes privées qui sont. C'est pas du tout la même logique d'audiovisuel public, par exemple. Bon, je ne pense pas, mais encore une fois, moi j'ai plus travaillé sur l'aspect esthétique du point de vue des soutiens éventuels à une production culturelle plus marginale à travers un soutien national. Peut-être que ça existe. Parce qu'en Amérique latine, il n'y a pas tellement non plus de soutien au cinéma finalement. Alors au cinéma, il y en a quand même. Les plateformes que tu évoquais, effectivement, bénéficient souvent du soutien des puissances publiques, bon, un peu sur le modèle, un petit peu sur le modèle européen. Et je lisais un entretien avec les fondateurs d'une plateforme péruvienne, comment s'appelle-t-elle, Ciné Aparte, une plateforme de diffusion de cinéma péruvien, donc qui évidemment s'auto-positionne comme un cinéma des nichos, cinéma de niche. Je pense que c'est une appréciation assez lucide effectivement sur la vocation de ce genre de plateforme. Alors, il soulignait un élément tout à fait intéressant. Il disait que eux, de toute façon, le type de film qu'ils mettaient à disposition du public n'entrait pas du tout en contradiction avec le fait que Netflix soit positionné sur le marché péruvien, étant donné que Netflix n'allait pas du tout s'intéresser aux films que proposait cette plateforme. Donc ça, c'était le premier élément. Donc il disait que finalement, avec Netflix, on coexiste davantage qu'on ne se concurrence, et je pense que c'était tout à fait vrai, et eu égard de tout ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure des politiques éditoriales, je pense qu'ils ont absolument raison de le penser. Et puis il y a une deuxième chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est le fait que les droits de diffusion d'un film ne sont pas éternels. Et donc ce que décrivaient très intelligemment les promoteurs de cette plateforme, c'est le fait que si par exemple ils proposaient à un metteur en scène péruvien de prendre le film pour le diffuser sur leur plateforme, et que, par miracle, admettons que le producteur péruvien soit approché par Netflix qui déciderait de distribuer la plateforme. Et eux disaient, ben, on comprend, bien sûr, on met ton film sur Netflix, mais Netflix ne va pas garder les droits du film sur 25 ans. Donc peut-être que Netflix va exposer le film pendant un temps plus ou moins réduit, et ensuite la plateforme peut le récupérer. Le problème, en revanche, c'est effectivement ce positionnement quand même assez agressif qu'a pris Netflix sur la politique d'exclusivité. C'est plus ça qui est gênant, puisque sur d'autres plateformes, un film peut coexister sur plusieurs plateformes en même temps. Et avec Netflix, ça n'est pas le cas. C'est plus ça qui est gênant que le positionnement intrinsèque des plateformes qui, de toute façon, a priori, n'ont pas vocation à spécialement se concurrencer. C'est pour ça que je disais en commençant que finalement, en se penchant sur le sujet, on finit par relativiser un petit peu malgré tout, et notamment dans le contexte latino-américain, on finit par relativiser un petit peu malgré tout le danger que représenterait Netflix pour le cinéma. Et dans le contexte latino-américain, ce qui m'a semblé intéressant justement, en dehors de Netflix, il y a des plateformes, une plateforme qui s'appelle Retina Latina, Tout à fait. Qui permet la circulation du cinéma entre la Bolivie, l'Équateur, le Pérou, le Mexique, l'Uruguay et la Colombie, alors qu'un des gros problèmes du cinéma,
latino-américains, c'est le manque de circulation dans les pays. Je me souviens, il y a quelques années, quand on allait à des colloques, c'était, nous on avait vu des films en France, colombiens, argentins, mexicains, que les Mexicains n'avaient pas vu les films argentins, les Argentins n'avaient pas vu les films mexicains. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est pour ça que j'insistais au début sur la problématique de la distribution et de la circulation des films. Et ce que tu décris, Marianne, est tout à fait vrai. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus facile de voir en France des cinémas d'Amérique latine que deux pays latino-américains et vraiment une programmation de l'autre pays sur leurs propres écrans, ça c'est vrai. Et Retina Latina est une initiative d'autant plus intéressante que les films sont accessibles gratuitement. Ça aussi, c'est peut-être un aspect qu'on a peu abordé. La politique tarifaire de Netflix, c'est une politique tarifaire qui est homogène globalement. Donc évidemment, vu de France, c'est pas cher. Vu d'Amérique latine, ça se pose en des termes un petit peu différents. Ça veut dire aussi qu'il y a un public visé qui est aussi un public qui a un pouvoir d'achat qui n'est pas négligeable non plus. Et puis les films proposés, j'ai vu qu'il y avait des restaurations de films classiques comme Rodrigo Day, des films qui n'intéressent pas du tout des plateformes comme Netflix. Donc c'est vrai que ça permet de mettre à disposition un cinéma, en particulier en Amérique latine, qui était vraiment difficile. Alors qu'ici, qu'on pouvait voir, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du piratage, justement l'avantage de toutes ces plateformes, c'est que quand même le piratage, c'était d'abord des conditions de très très mauvaise qualité, et j'ai l'impression que ça permet aussi de limiter. Mais alors ça, je ne sais pas justement quelle est l'extension du piratage. Et puis pour le piratage, il faut aussi reconnaître que c'est très facile de pirater des films mainstream. Pirater le cinéma d'auteur et de patrimoine péruvien, c'est un petit peu compliqué déjà. Même dans l'offre légale, dans l'offre illégale, malgré tout, tout n'est pas accessible partout et tout le temps, contrairement à ce qu'on pourrait avoir l'air sans même aborder de la qualité. Alors, c'est vrai que ça fait un grand changement, hein, le fait d'avoir des plateformes légales aussi accessibles. Moi, il y a 10 ans, tous mes étudiants téléchargeaient tout. Et là, maintenant, ils ont accès par Netflix, par Amazon Prime. Donc, malgré tout, ça a contribué fortement à atténuer le téléchargement. C'est vrai que c'est impressionnant quand même la pénétration de Netflix du marché français. Puisque moi, effectivement, l'année dernière, pour la première fois, mes étudiants non seulement m'ont proposé de travailler sur des films Netflix, mais en plus, ils avaient tous accès à Netflix. Je posais la question, mais dans les 40 ou 50 personnes qui sont là, est-ce que tout le monde peut avoir accès à Netflix? Oui. Donc ça, c'était un petit peu... Je fais l'objet d'un lobbying très intense de la part de mon fils. Je résiste encore à l'invasion de Netflix à la maison. Bientôt, ce sera ton fils qui te dira j'ai un profil pour toi dans mon domaine. Mais parce qu'il correspond exactement au cœur du site de Netflix, donc c'est pas très étonnant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'ai plutôt un commentaire là-dessus par rapport à la différence entre l'expérience cinéma, l'expérience télé, l'expérience Netflix ou plateforme de contenu, voilà, comme des séries. Et qu'il faut prendre aussi en compte des aspects qui sont dehors l'expérience, disons, audiovisuelle du cinéma, des séries et tout ça. Par exemple, aller au cinéma maintenant en Amérique latine, moi je viens du Mexique, donc c'est un peu compliqué, c'est dangereux. Donc c'est plus safe, disons, d'avoir mon abonnement Netflix et regarder là le cinéma ou une série. Donc ça aussi, je pense qu'il faut prendre en compte pour l'expérience, disons, d'aller en salle, même si on aime bien aller en salle, parfois c'est pas si évident. Et aussi d'un autre côté économique, politique, c'est que c'est plus facile ou plus, pas facile, mais c'est plus envisageable
d'avoir un abonnement Netflix ou n'importe quelle plateforme à la maison pour la famille que d'acheter 4 billets pour aller en salle. Donc ça c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Quel type de rapport on peut avoir avec ces expériences cinématographiques et sérielles et télévisuelles, je pense. Bon, Bien sûr. Sans compter ce qu'on disait sur le fait que tout le monde n'a pas accès à un cinéma. Enfin, en France, voilà, on est vraiment dans un coin rural, c'est quand même pas simple. Encore moins un cinéma à la scène. C'est visiblement encore plus fragmentatif. Oui, tout ça, je pense que c'est des choses très importantes. Le coût. Et c'est vrai que vous avez raison de faire référence d'une part au coût et d'autre part à la problématique de la localisation de l'implantation des salles qui fait que, outre le problème de la dangerosité, qui est évidemment un paramètre qui est significatif, je pense, et sans doute pas qu'au Mexique, il y a aussi la problématique du temps de déplacement. Quand on voit à quoi ressemble une métropole latino-américaine, bon, je pense que encore à Mexico, il y a le métro, mais si vous habitez à Bogota, bon courage pour aller dans la salle de cinéma, parce que là, il n'y a pratiquement pas de transport public, circulation congestionnée en permanence. Donc, c'est pour ça que je pense que vraiment, la problématique du rapport avec la salle mérite d'être pensée aussi en fonction des spécificités locales et effectivement à divers niveaux. Vous avez raison de rappeler le niveau économique et aussi la problématique des grandes métropoles d'Amérique latine, qui est sans doute quand même largement différente de la problématique d'une ville comme Paris, qui est loin de poser quand même le même problème. Et c'est vrai que logiquement, bien sûr, ça joue sur ce repli vers des solutions qui sont à la fois plus économes, plus faciles d'accès depuis son canapé et plus sûres. C'est certain. C'est pour ça qu'il faut maintenir des offres de SVOD qui ne soient pas seulement les offres mainstream. Et au Mexique, justement, il y a cette offre de Filmin qui était en réalité... Filmin, c'est une plateforme espagnole à la base qui s'est alliée avec InCine pour faire une plateforme mexicaine. Bon, il y a eu au moment des élections, des nouvelles élections, il a été question de fermer Filmin. Maria Novalo, qui était la directrice d'InCine, a dit que ça coûtait trop cher, etc. Parce qu'en fait, Filmin Espagne se plaignait justement du modèle mexicain. Et en fait, il y a eu une levée de boucliers au Mexique. Des cinéastes, Ripstein a dit que c'était une solution pour voir ces films qu'on pouvait voir nulle part. Guillermo del Toro a proposé de chercher des fonds, etc. Donc c'est quand même très important que ces plateformes alternatives existent. Et je pense que les cinéastes, même Cuarón qui a été racheté pour Roma, mais c'est vraiment... ça faisait longtemps qu'il était monté, oui, il est parti, mais monté au créneau aussi pour défendre cette plateforme. Puis il y avait un petit côté politique, le nouveau pouvoir ne voulait pas garder la plateforme qui avait été mise en place par l'ancien pouvoir, mais finalement c'est resté. Et le catalogue est très très intéressant. C'est vrai que c'est intéressant quand tu mentionnes le positionnement de Cuarón par rapport à cette problématique-là. Là aussi, je trouve que on peut aborder voilà, le fait que le Mexique, si loin de Dieu, si près de Hollywood, c'est vrai, ça l'a toujours été, ça l'est encore. C'est pas pour rien que Iñárritu, Cuarón, Del Toro sont tous partis là-bas. Et ce qui est intéressant néanmoins, c'est que effectivement, alors là pour le coup, la dynamique d'aspiration est très très puissante, ne serait-ce que par la proximité géographique, et puis aussi pour des questions structurelles de soutien quand même assez minime au cinéma au Mexique par rapport à d'autres pays d'Amérique latine. Mais bon voilà, Larraín, le Chilien, a aussi atterri à Hollywood. Là, il y a un effet d'aspiration intéressant. Mais en même temps, les choses ne sont pas si simples que ça, parce que comme tu le rappelles très bien,
quand ils voient dans leur pays des initiatives qui tendraient à fragiliser ou à remettre en question des dispositifs qui sont favorables à un cinéma d'auteur qui ne bénéficie évidemment pas des capacités d'exposition dont bénéficient leurs propres films, ils montent aussi au créneau, ils se sentent concernés. Donc ce qui est toujours intéressant, je pense, dans ces questions-là, c'est que dès qu'on regarde les choses d'un petit peu près, on est obligé de sortir des positionnements un peu caricaturaux, qui sera dire méchant, cinéma indépendant, super. Oui, bien sûr, mais il y a aussi des interactions qui sont possibles, qu'on peut penser, qu'on va observer dans la réalité. Après, tu as raison de rappeler que, particulièrement pour le cinéma, il y a, Dieu merci, des plateformes de vidéo, enfin de distribution par abonnement qui existent. Le problème, c'est le retentissement médiatique et la capacité qu'elles ont à se faire connaître du public, tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire que quelqu'un, à l'heure actuelle, qui se dit bah, tiens, je vais aller prendre un abonnement à une plateforme pour aller voir du cinéma, mais je pense qu'il va penser prioritairement à aller s'abonner à Netflix, demain à Apple, plutôt que d'aller chercher dans une offre de cinéma indépendant et d'auteur qui reste un petit peu fragmenté. Si on arrivait par miracle, je ne sais pas par quel moyen, à unifier un peu tout ça sous un parapluie commun, peut-être la force de frappe et la force de visibilité serait aussi plus importante. Mais après, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, et Netflix ou pas, et plateforme ou pas, l'économie du cinéma indépendant, en termes de quantité et d'argent, parce qu'on a toujours quelque chose de très minoritaire par rapport au cinéma commercial de l'Union. Donc il faut aussi toujours bien prendre garde à replacer les choses à leur juste échelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va évidemment pas comparer la production du film de Scorsese à plus de 100 millions de dollars avec la production d'un film mexicain ou argentin indépendant. En revanche, ce qui est intéressant de considérer, c'est l'économie de ce cinéma indépendant, parce qu'elle est malgré tout réelle, et que ce cinéma indépendant, le risque qu'il court, et là c'est un vrai risque, c'est de se transformer en cinéma qu'on appelle des coups à volume, c'est-à-dire le cinéma finalement on va faire avec 3 copains le week-end, ce qu'ils appellent le cinéma guerrillero, ce que faisaient les Argentins de la jeune génération dans la deuxième moitié des années 90, absolument, donc l'idée que on va faire ça un peu le week-end avec les copains, on nous prête une maison, on nous prête une caméra, on nous prête, etc. Ça, je pense pas que ce soit ce qui se passe en Espagne. Voilà, alors ça, c'est effectivement un modèle qui n'est pas désirable. Mais moi, je pense qu'il faut aussi dire que le cinéma indépendant, c'est une vraie économie, et c'est un cinéma qui, quand il est bien calibré, notamment en termes de distribution, est un cinéma qui sait tout à fait se positionner sur les marchés. J'étais très, très stupéfaite quand j'ai fait ce travail sur le Fonds Sud, et la production de films argentins, la coproduction de films argentins dans le cadre du dispositif Fonds Sud, donc qui est quand même un dispositif qui produit du cinéma du Sud, cinéma indépendant, etc., etc. J'étais très très étonnée de voir que beaucoup de films argentins produits par le Fonds Sud avaient fait de très très bons résultats au box-office argentin. Alors évidemment, ils sont totalement éclipsés, mais pourquoi ? Parce que la structure de la distribution est faite de telle façon que, en gros, chaque année, il y a 3 titres, et je parle que du cinéma national, je parle même pas des blockbusters hollywoodiens, je parle que des titres argentins. Il y a 3 titres qui vont justement être les titres du cinéma commercial distribués par les majors et leurs filiales, qui vont capter 80% de l'espace d'écran disponible pour le cinéma national. On est déjà dans une proportion d'une proportion. Donc, ce qui fait que les autres films, quand on regarde les entrées nettes, on se dit, mon Dieu, mais c'est ridicule, un film argentin qui a fait 50 000 entrées, mon Dieu, que d'efforts investis pour si peu de résultats. Mais en réalité, si on regarde le box-office annuel pour le cinéma argentin, il se trouve que le film qui a fait 50 000 entrées, en fait, il était 5e au box-office national. Donc, je pense que c'est aussi très très important de reconnaître l'existence de cette économie. Après, le problème, c'est qu'elle n'a pas assez d'espace et elle n'a pas assez de temps pour s'épanouir et pour aller rencontrer véritablement son public. Mais il y a quand même une vraie économie. Mais après, sur Internet, je pense aussi que les Netflix sait comment fonctionne Internet, et les autres plateformes, elles sont souvent plus tenues par des cinéphiles qui ne savent pas comment fonctionne Internet et les algorithmes, ou moins. Et il y a un exemple qui est un contre-exemple, qui est celui de Filmin en Espagne, parce que Filmin en Espagne,
évidemment, j'ai le nombre d'abonnés qui est ridicule par rapport aux abonnés de Netflix, mais qui est quand même assez important. Je sais pas, ils ont peut-être 60 000 abonnés, et donc ils ont en tout cas un modèle qui fonctionne. Mais ils ont su avoir une politique marketing, de communication, accueillir les séries aussi, alors que certaines plateformes ne voulaient absolument pas de séries, rester sur le cinéma, et surtout avoir effectivement un maniement des réseaux sociaux que n'ont pas certaines autres plateformes qui sont moins disons ferrées ou qui ne veulent pas, mais du coup on peut pas, parce qu'on peut pas être un acteur d'internet et ne pas savoir comment Ça ça c'est clair. Ça c'est clair parce que sinon, de toute façon, on est voué à la marginalité d'office, ça c'est sûr. Et qu'il y a une telle complexité dans la gestion des données par ces plateformes qu'on ne peut vraiment pas du tout se contenter d'amateurisme. Et ce que tu signales, Marianne, c'est intéressant parce que ça me confirme dans l'idée que quand même le risque de voir s'éclipser d'autres formes de cinéma, c'est un risque encouru plus à moyen ou long terme. Si effectivement les plateformes de cinéma indépendantes ne sont pas capables de faire ce saut qualitatif voilà, vers la gestion des données et vers aussi voilà, du community management et ce genre de choses qu'on peut répugner à faire mais qui font malgré tout partie de la réalité de cet environnement numérique. Le problème c'est qu'on va vivre avec 60 000 abonnés, c'est pas un chiffre ridicule non plus, c'est pas une fois un chiffre extrêmement mirobolant et c'est surtout que je sais pas si tu as une idée de l'âge des abonnés, mais je pense pas que ce soit les 15-25 ans. Le problème, il va aussi être là. Il faut être capable. Alors, je ne sais pas comment, si on avait la solution, ce serait marrant, mais après, c'est pas non plus très grave. Si à partir d'un certain moment, on a un modèle économique qui fonctionne, que les 15-25 ans vont grandir et vont passer à autre chose, c'est pas. Et d'ailleurs, les 15-25 ans, je pense qu'ils iraient aussi en salle si on leur proposait plus de choses qui les intéressent. Moi, j'étais très surprise au cinéma de Montreuil d'Arrêt d'Essai, le Méliès, d'aller voir le film de Grand Corps Malade, La vie scolaire. Et c'était plein de jeunes qui venaient voir ça, alors que, bon, après le Méliès, c'est un cinéma très particulier, il y a toujours beaucoup de monde, mais je pense que le film de Leila Si et Kerry James aurait été produit au cinéma et aurait été distribué dans les salles, des jeunes seraient allés en salle. Donc voilà, il faut aussi que les producteurs on peut produire des films aussi pour les jeunes, des attirer en salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non? Ça conclut alors? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci aux deux intervenants qui nous ont fait partager leur connaissance de Netflix et avoir un peu plus d'idées peut-être moins toutes faites sur les plateformes et sur le danger que représente Netflix. Notre cinéma restera encore vivant. Merci beaucoup. Merci.